Hello. Ça va, Mélo? Oui. Oui, et toi? J'ai hésité, il y a plein de trucs, mais c'est T'as correct. oublié mon nom? Non, j'ai pas oublié ton nom, Non, oui, ça va bien. Yeah. Est-ce que tu vas bien, toi? Oui. Tu as passé une bonne semaine? Oui, ça a été chargé, mais... Elles sont toujours chargées, tes semaines. Ouais, je sais. Non, I know. C'est un problème. Mais c'est un choix que je fais, donc c'est aussi ma faute. Ok. On a pas mal de choses aujourd'hui. Oui. On a déjà un premier batch d'actualité qui est quand même assez monstrueux, puis Bah, il y a de l'actualité positive. Oui. Il y en a beaucoup qui est un peu... intéressante. Oui. On va le dire comme ça pour rester Oui. positif. On aura un invité en deuxième partie. Yeah. C'est qui cet invité, C'est le Mélo? seul et unique Swell. Et si vous connaissez pas Swell, s'il fait pas partie de vos vies, ben vous allez spécialement, je pense, aimer l'entretien parce que c'est juste quelqu'un de formidable. Nice. C'est quelqu'un de la communauté d'Halifax, Oui. que moi j'ai rencontré dans plein de comités, dans plein de trucs et tout, et qui a pas mal de choses à dire. Oui. Ça va être intéressant. Il travaille notamment dans la... Bah, pas mal vraiment dans la francophonie, francophonie aligonienne, si on devait écrire ça comme ça. Ouais, ça va être nice. Yeah. On a hâte d'abord dans le studio. Oui, et en plus du coup, oui, dans le studio carrément. Je réponds juste à notre photographe de plateau qui arrive. Parce qu'on est fancy et on oui. a une photographe de plateau. Yeah. Non, mais c'est parce que tout le monde, c'est la réunion hein, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis écoute, c'est bien le transport en commun, mais des fois aussi c'est en retard. Exactement. Ça complique les Surtout choses. à Halifax. Ouais. C'est un peu spécial. Alors attends, j'attends juste son appel. Ça fait partie des problèmes, mais ils sont censés l'améliorer, donc on va espérer. Ça fait partie du plan qu'on a lu justement pendant un mardi. Exactement. C'est bon. Parfait. C'est bon. On lance les actus? Oui, on part dans les actus. J'étais pas concentré. On part dans les actus. On part dans les actus, c'est bon. Alors, au programme de cette semaine, on va faire un petit retour sur les actualités en général. Ouais. Des retours sur des choses qu'on a parlé, des détails sur des choses cool qui sont passées. Exactement. Des choses moins cool aussi, mais surtout des développements de ce qui se passe. Yes. Ensuite, question vraiment intéressante. Ça, c'était quelque chose qu'on a suivi avec l'élection de Lula, notamment. Et du coup, excuse-moi, je suis en train d'indiquer la route. Et ça va le faire. 5e. Mais donc, c'est Lula, qui est donc de gauche. Qui est président du Brésil. Grosse différence avec Bolsonaro. Exactement. Qui, justement, pose des questions sur les populations autochtones du Brésil et la façon dont ils sont traités. Il y a beaucoup d'informations qui sortent en ce moment. Il y a des investigations parce que, il semblerait qu'il soit passé des trucs chelous à ce niveau-là. Et notamment, quelque chose qui serait qualifié actuellement de génocide. Donc, du coup, il y a une enquête qui est en cours. On développera après. Yes. Corruption au Cameroun. Donc, on va parler de liberté d'expression, liberté de la presse. Mais il y a eu un meurtre spécialement atroce. Bon, il n'y a aucun meurtre qui ne l'est pas. Mais d'un journaliste qui osait non seulement parler des choses pas correctes qui se passaient, mais aussi de nommer les individus. Et ça peut inclure des personnes qui ont du pouvoir, des personnes de la classe politique. Donc, exactement. C'est en développement, mais voilà, ça nous a marqué. Ensuite, bien sûr, 78e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, le camp par l'armée rouge. C'est quelque chose qui est important au XXIe siècle, surtout quand on connaît, surtout qu'on sait que la Russie n'a pas été invitée à ces commémorations, et on comprend pourquoi, pour tout un tas de raisons, mais en même temps ça pose des interrogations. Du coup on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu de ça, et puis enfin... le chef-d'œuvre que tout le monde attendait. Mon Dieu. La nouvelle de la semaine. Vaincre ou mourir, vous avez peut-être entendu parler de ce film. Ou peut-être pas, et c'est OK. Ou peut-être pas, et c'est carrément OK. Mais en gros, il faut qu'on en parle. On vous en parle juste après dans les news. Oui. Alors, les actus de cette semaine. Ouais. Petit retour sur l'actualité. Notamment, première des choses, le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui a pris position officiellement pour une taxation des riches à hauteur de 70%. Une taxation des riches à hauteur de 70%,
pour faire un petit peu une comparaison, c'est moins que ce que taxent les États-Unis pendant la période où ils ont taxé le plus leurs riches. Oui. Le taux de taxation est monté jusqu'à 90%. Ouais. Et j'avais vu un truc là-dessus et il disait, mais on vivait encore bien. Exactement. Exactement. T'es encore riche, là. Puis on a vu sortir pas mal d'actualités, notamment sur le taux d'imposition des grandes fortunes en France, qui, en fait, commence à être un peu décrite comme un paradis fiscal pour les très riches, alors que le taux d'imposition est visiblement un frein pour les très riches en France. Bref, donc ça, c'était d'autant plus intéressant. Joseph Stiglitz, c'est pas du tout un socialiste, ou c'est pas du tout quelqu'un qui est dans... C'est un économiste. Puis, il y a beaucoup d'économistes. Il y a plus une tendance à aimer le système en place ou essayer de trouver des meilleures façons de gérer le système en place. Mais donc, c'est intéressant, mais je pense qu'une discussion qui est un peu partout, qui est plus acceptée dans le débat public, on va dire. Carrément. Les gens ne sont pas nécessairement d'accord, mais on peut en parler. Est-ce que t'es pas en train, toi aussi, de contribuer à ce que cette discussion ait lieu, Mélo? Est-ce que ça devient pas logique? Non mais oui, c'est ça, Inception, tu vois. Non, mais est-ce qu'on contribue pas tous à ce qu'il y ait aussi cette parole qui se libère vis-à-vis des inégalités et que, visiblement... ça commence à faire son chemin que... On espère. Que s'il y a des pauvres, c'est aussi parce qu'il y a des gens immensément riches. Donc, intéressant. Deuxième retour sur l'actualité, notamment le Haut Conseil à l'égalité français remarque et a sorti un rapport qui est un peu accablant sur la question du sexisme en France, qui en gros décrit comment le sexisme, malgré le fait que socialement, c'est plus un fait c'est plus acceptable, et malgré ça, il y a quand même encore beaucoup de caractéristiques. Et ça... C'est un rapport que, même si c'est spécifique à la France, évidemment parce que ça a été fait là, mais je pense que le contexte et ce qui en ressort est quand même visible un peu partout. Carrément. Donc, il y aura des nuances, mais c'est vraiment des informations dérangeantes. Carrément. Et je suis, d'un côté, reconnaissante que ça sorte. Parce que si ça ressort pas, on n'en parle pas et on n'a pas de data. Exact. Mais en même temps, wow. Ouais. Et alors surtout, ce que montre le rapport qui est intéressant, c'est que on s'attend à ce que le sexisme et puis la continuation du patriarcat se fasse à travers des gens qui sont pour le statu quo, c'est-à-dire les gens souvent qui ont vécu le plus de temps avec ce système-là en place, donc les personnes plus âgées. Or, on se rend compte que dans ce rapport, la jeunesse se retrouve à être pas mal sexiste aussi. Ouais. Et ça, c'est problématique parce que nous, on croit beaucoup à la jeunesse. Hein. Oui, je l'espère. Et on se rend compte qu'en fait, ça va prendre un peu plus de temps que prévu de changer les mentalités aussi sur le sexisme. Ouais, ou de juste mettre la pression sur les jeunes en disant vous êtes jeunes, donc vous allez changer le système. T'es comme, oui, mais si on est tous dans le même système... il y a un point où tu peux changer. Tu sais, t'as une limite, you know. Exactement. On va devoir faire appel à d'autres gens. Voilà. Troisième chose intéressante, la réforme des retraites en France. On en parle depuis un certain temps. C'est la grosse actualité sociale de la France actuellement. Et notamment la jeunesse qui rentre un peu dans la bataille. Il y a eu pas mal d'assemblées générales dans les universités françaises, mais aussi dans des lycées. Et ça, clairement, souvent dans les mouvements sociaux en France, c'est vraiment le point de bascule. Puisque, comment je peux expliquer ça sans être trop polémique? Quand tu as des répressions policières de manifestations vis-à-vis d'adultes, de gens grands, libres d'esprit, etc., on commence à être habitué à ça. On commence clairement à être habitué à ça. Quand les gens, même de droite, vont voir que les flics tapent sur leurs gamins... ça commence à être un peu problématique. Tu vois, ça commence à poser des questions. Et or, on se rend compte d'une chose, c'est que dans cette lutte contre la réforme des retraites, qui, on va le rappeler, est injuste, puisqu'elle va encore faire payer d'autant plus les gens les plus pauvres, les gens qui sont déjà précarisés, notamment les femmes, au lieu d'aller chercher des solutions financières pour le peu de déficit qu'il y aurait, on pourrait aller chercher ces solutions financières ailleurs, notamment chez les milliardaires qui sont... d'ailleurs, le PDG de LVMH, Bernard Arnault, a révélé les dividendes de la société LVMH, et c'est des dividendes parmi les dividendes records, tu vois, 18 milliards d'euros distribués aux actionnaires de LVMH, dont lui est... 18 milliards, en plus, c'est le déficit des retraites qu'on prévoit dans quelques années. Et on parle de bénéfices, c'est-à-dire que c'est le plus de la valeur qui a été... Mais c'est ça.
Donc, du coup, tu vois. Ouais. Donc, ça semble un peu. Voilà. Donc, cette réforme est injuste. Tout le monde rentre dans la bataille. Et ce qui est en train de se passer, c'est que depuis que le gouvernement essaie de convaincre les gens que finalement c'est nécessaire, que machin, etc., plus ils essaient de convaincre qu'ils passent sur les plateaux télé, plus le mécontentement grandit. Donc, c'est vraiment contre-productif. Et, ça pourrait annoncer quelque chose, c'est que si cette réforme ne passe pas, et elle ne passera. Je pense qu'elle aura vraiment du mal à passer. Je suis d'accord. Tu peux pas. Je pense que s'il y a un vote en faveur, soyez pas dans les rues, là, parce que il y aura de la casse, et ça, c'est la façon gentille de le dire. En fait, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut en plus il peut pas y avoir de vote en faveur parce qu'en plus la Chambre commence à être contre. Le gouvernement va pas pouvoir utiliser les outils du pouvoir de d'habitude en mettant... Enfin, parce que vous vous souvenez, on avait parlé du 49.3, cette loi qui te permet de passer une loi même contre ton Parlement. Or là, ce qui est en train de se passer, c'est que la population est tellement contre que même des petites villes commencent à avoir des grosses manifestations. Or, dans les plus petites villes, les secteurs plus ruraux, c'est aussi des élus plus de droite, traditionnellement. Et même ces gens-là commencent à se dire, mon électorat est contre ça, je vais pas pouvoir soutenir une réforme qui est contre mon électorat, etc. Absolument. Les gens vont vouloir défendre leur poste, et donc ils vont devoir aussi se positionner contre cette réforme. Et tu es en train de dire que si c'est en train de forcer les politiciens à devoir représenter la population qui les a élus, avec ce que eux souhaitent avoir comme changement. C'est un peu ce que je suis en train de dire. Et ça rebat pas mal les cartes politiques en France. Et ça pourrait surtout annoncer quelque chose. C'est une fin prématurée pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je joue le plus petit violon du monde. C'est vrai ? Quelle tristesse. Oui. On va rappeler qu'il a été condamné pour pas mal de choses, notamment inaction climatique, etc. En tout cas, ça pourrait se finir... plutôt bien si on est dans le camp du progrès social, c'est-à-dire la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça mettra un peu le bazar, on le sait. Ça l'est anyways, donc tant qu'à faire. Oui, mais en plus on protège les pauvres. Ce serait nice. Nice. Donc voilà, réforme des retraites, les jeunes rentrent dans la bataille et ça c'est plutôt intéressant. News suivante, et ça concerne donc du coup Canada, et puis ça va pas mal embêter la situation au Québec qui est en train de sortir des discours plus ou moins islamophobes ouvertement. Oui. Et donc là, Justin Trudeau, dont je suis pas particulièrement fan sur tout un tas de points, n'empêche que là, c'est un sacré pas en avant du point de vue du progrès social, qui nomme une première représentante spéciale pour lutter contre l'islamophobie, et en la personne de Amira El-Gawabi. Ça, c'est vraiment un super bon point. Donc, c'est vraiment la création d'un poste, et le poste a été créé après... des grandes consultations et un sommet sur l'islamophobie, parce que ça augmente. C'était aussi parce que c'était l'anniversaire de certains, ou la commémoration, je devrais dire, de certains énormes ça fait 6 ans hier, problèmes, 6 ans hier, la tuerie dans la mosquée au Québec. Et du coup, c'était la bonne date pour annoncer ce genre de création de poste. Donc, c'est nécessaire. Puis, c'est quelqu'un qui a été super impliqué dans plein de choses, qui a été une reporter aussi avec CBC, donc le média public côté anglophone du Canada. Donc, c'est important, c'est quelqu'un de très instruit, donc ça, on espère que... on lui souhaite bonne chance aussi, parce que se faire mettre dans un poste comme ça qui n'a pas d'antécédent et qui, en lui-même, crée une polémique, même si ça devrait pas en créer une, parce que littéralement, ton poste, c'est de lutter contre la maltraitance d'un groupe. Ça devrait pas être un sujet de débat, mais bon... c'est la raison pour laquelle le poste existe, parce que c'est un sujet de débat. Donc, j'ai hâte de suivre ça. Mais on va lui souhaiter bonne chance. Bonne chance, parce que, et aussi, espérons toujours que quand on crée des postes comme ça, espérons toujours que ce soit suivi d'actions et d'actes. Absolument. Et que ce soit pas uniquement un symbole. Le symbole est beau et on va le prendre. Oui, absolument. Espérons qu'il y aura des moyens mis en place, et surtout qu'il y aura... qu'on va aussi la laisser mettre des moyens en place. Et que ça contrera notamment l'islamophobie au Canada. Espérons. Et notamment au Québec, là, il y a une situation plus ou moins problématique avec le vote de certaines lois. Voilà.
donc espérons que ça se passe bien. En fait, si je dis ça, c'est parce que désormais, on est pas mal collègues avec À Gauche, qu'on a reçu il y a 2 semaines. Et ce qui se passe sur Twitter est très intéressant, puisque maintenant que je le suis, je vois des choses sortir que je ne voyais pas avant, notamment sur les questions de politique migratoire au Québec, les questions de tolérance, les questions de laïcité qui commencent à arriver. C'est fou comme des concepts sont importés de la France, tu vois, et avec un petit peu de... Et c'est intéressant de voir un petit peu qui sont les cibles de cette laïcité choisie. Donc, à voir. Mais une bonne chose. Bon, on passe en Afrique. Oui. Move intéressant. Move qui... Non, mais auquel en tout cas, la France ne s'attendait pas. Je vais dire ça comme ça. non, on peut exactement le considérer comme ça. Donc après, vous vous souvenez peut-être, il y a eu... la France a été appelée par le Mali pour intervenir contre les terroristes au Maghreb islamique. Et en gros, dans le sud... du Sahara, et ça commence à toucher un petit peu le Mali, etc. Donc ils ont des problèmes de terrorisme local là-bas. La France avait été appelée, elle y est restée longtemps. Il n'y a jamais eu de rediscussion sur que faisaient les militaires français là-bas, donc ça méritait. Or, le Mali a décidé de chasser les militaires français parce que c'était aussi considéré comme une continuation du colonialisme à des moments où c'était plus forcément nécessaire, etc. Donc il n'y a pas eu de discussion. Les Français ont été chassés du Mali. La force s'est déplacée au Niger pour continuer son travail de lutte contre le terrorisme. Et aussi, il y avait une partie de cette force qui était au Burkina Faso. Et là, le Burkina Faso a clairement demandé aux troupes françaises de quitter le territoire. En sachant que là, ça ne s'est pas fait comme au Mali. C'est-à-dire qu'au Mali, ça a été franc, direct. On coupe presque nos communications, nos relations internationales. Bon, pas exactement, mais globalement, c'est plus ou moins ça. Le Burkina Faso, c'est plutôt... Non, le Burkina Faso a décidé de revenir souverain militairement sur son territoire, et donc invite la France à se barrer, gentiment, clairement. Mais l'ambassadeur français au Mali a été du coup rappelé par la France pour pouvoir ajuster les positions. C'est pas trop ce que ça veut dire. Donc on va voir. Fait intéressant entre la France et le Burkina Faso, on va quand même rappeler qu'il y a un procès en cours quand même sur l'assassinat de Thomas Sankara, qui a été le président libérateur du Burkina Faso dans les années 70, jusque dans les années 80, et qui a connu notamment pas mal... qui posait côte à côte avec François Mitterrand. Et or, on se rend compte que les services secrets français seraient parmi les responsables de la mort de Thomas Sankara. Voilà, on ne va pas épiloguer sur cette histoire, mais en gros, la France continue à mener une politique visiblement néocolonialiste. Il y a toujours le franc CFA. Rappelons-le, le franc CFA, c'est actuellement le franc de la coopération française en Afrique. Initialement, le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Et donc, il serait peut-être temps de... Qui est géré par la France. Qui est indexé sur l'euro, etc., etc. Donc du coup, vraiment un outil de politique coloniale économique. Du coup, Burkina Faso, GG, bien joué. Puis on continue comme ça. Puis bon courage. C'est ça. Yes. Puis, Toi, tu m'as dit que tu la connaissais, cette horloge. Oui. Tu peux raconter l'anecdote? Donc, c'est l'horloge de l'Apocalypse. Alors, en Nouvelle-Écosse, il y a un concours, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle l'art oratoire. Et en gros... à partir d'assez jeune, on apprend un texte par cœur qui dure X montant de temps, on le présente et ensuite des juges décident qui a fait le meilleur speech. Et puis après ça, tu t'avances et tu peux gagner des bourses et des trucs comme ça. Et là, moi, c'était la première fois que je jugeais ça. Il y a un petit de... il était même pas en 6e année, mais il devait avoir entre 10 et 12 ans, disons. OK. Tout petit, super cute. Il avait même mis un costard, un petit suit. Il avait un petit nœud papillon. Il s'approche et il faut que tu dises ton sujet. Puis là, il dit mon sujet, c'est l'horloge de l'Apocalypse. Moi, je me dis, il est 9h du matin, je suis dans une école, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai appris grâce à lui qu'est-ce que c'était l'horloge de l'Apocalypse. OK. L'horloge de l'Apocalypse, c'est après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Einstein et un collectif de scientifiques et de personnalités créent en fait une horloge de l'Apocalypse qui est censée un peu indiquer où l'humanité en est vis-à-vis d'une apocalypse. Einstein
on le sait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'en veut énormément d'avoir travaillé sur l'atome, et notamment d'avoir conçu la première bombe atomique, dont les théories ont aidé à concevoir la première bombe atomique. Voilà. Et en gros, le fait d'avoir des bombes atomiques, et notamment une course à l'armement, à partir des années 60, entre l'URSS, on est en pleine guerre froide, entre l'URSS et les États-Unis, offre à l'humanité pour la première fois de son existence sur Terre, depuis des milliers d'années, depuis des dizaines de milliers d'années, la possibilité de déchaîner le feu nucléaire et donc en gros de provoquer l'apocalypse sur Terre. C'est la première fois où les humains deviennent capables de le faire et donc il semblait à Einstein et à ce collectif-là d'être capable de montrer un petit peu où en était le risque d'apocalypse sur Terre. On sait que le top de cette horloge, ça a été... Il me semble que ça a été 1 minute 90 secondes dans les années 60, jusqu'en 1963, pendant la course à l'armement. Et en fait, là, on se rend compte que l'horloge de l'apocalypse était restée plusieurs années au même score. Et là, en fait, les personnalités, les scientifiques qui travaillent sur ce projet ont en fait décidé d'avancer cette année l'horloge de 10 secondes. Et donc, du coup, on est désormais à l'apocalypse moins 90 secondes. Avec toutes les tensions, avec la guerre en Ukraine, mais toutes les autres tensions, on voit la question d'appuyer sur le bouton pour la guerre nucléaire, ça devient quelque chose de très concret. Puis de presque, pas nonchalant, mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un semi-dictateur, disons, ou même Trump l'a fait plusieurs fois aussi, juste le mentionner en disant que c'est une option. Le fait que c'est une option, c'est terrifiant. Ça devrait absolument pas être quelque chose d'invoqué, à part si réellement c'est la fin. Et même là, tu déclenches la fin du monde. Genre, il y a pas... Tu gagnes pas si tu déclenches ça. Il y a rien à gagner. Donc... Exact. Ouais. C'est énorme parce que ce que tu viens de dire, ça me rappelle une des morales du film War Game, qui est un vieux film des années 80, qui en gros se passait vraiment pendant la guerre froide, et en gros c'était une intelligence, c'était le début d'une intelligence stratégique qui en gros était conçue un peu comme un jeu vidéo, et un gamin américain se connecte sur un serveur et joue pour pouvoir jouer à des jeux d'une entreprise, à l'époque où ça se faisait pas encore, et en fait il se connecte à ce truc là et en fait il commence à jouer en réseau contre l'intelligence militaire qui contrôle tous les missiles américains, notamment les missiles nucléaires, et en fait bref il se passe plein d'aventures. Je vous conseille vraiment ce film, et à la fin il dérègle il oriente l'intelligence sur un autre jeu. Ce jeu, c'est genre les codes de... Tic-tac-toe? Non, comment ça s'appelle? Minesweeper? Non, le truc où tu mets un 0 et une croix. Oui, tic-tac-toe, Tic-tac-toe, mais je sais pas comment on dit en français. Eh mon Dieu, moi je suis rappelé comment ça on dit? Donc je demande aux personnes... Roman. Les croix et ronds. Bref, donc en gros il dérègle le programme pour pouvoir jouer à ça, et au final la conclusion de ce film c'est la guerre, c'est un jeu où pour gagner il faut pas jouer. Mais tu savais que c'est presque arrivé pendant la guerre froide, que les documents sont sortis il y a pas si longtemps, puis en fait c'est quelqu'un qui a dû faire des demandes d'accès à ces dossiers pendant je crois presque 10 ans. Wow. Parce qu'il avait entendu parler qu'il y avait eu un petit problème par rapport à ça, et il essayait de trouver des preuves, parce que les rumeurs, c'est des rumeurs. Et en fait, il y a un podcast qui s'appelle Snafu, S-N-A-F-U, qui, c'est juste en anglais, mais qui rappelle un peu ça, qui raconte ça. Puis en gros, c'est qu'il y avait, je sais plus quel pays, qui était en train de faire des... Le morpion. Ah, voilà. We're good. Ce n'est pas les croix et les ronds. Mais il y avait un pays qui faisait un test, et ça n'avait pas été compris que c'était un test, et en fait, c'était vraiment une personne du côté des États-Unis qui a décidé de ne pas appuyer. Exactement. Puis sinon, tout le monde serait mort. Donc, je recommande Snafu, qui est un terme militaire qui veut dire « seems normal, all fucked up ». Donc, je crois que c'est au Vietnam qu'ils ont commencé à utiliser ce terme-là, ou en Deuxième Guerre mondiale. Mais en tout cas, à un moment où il y avait rien qui allait bien. Là. Ils le traduisent dans Il faut sauver le soldat Ryan par Fupudave.
Parfait. Foutu pourri d'avance. Voilà. Nice. Bref, on va pas continuer là-dedans. Mais ouais. La guerre, c'est pourri. C'est ça. On enchaîne? Oui. C'est quoi la news derrière? Parce que si c'est encore de la guerre... Non, ça parle de génocide au Brésil, mais c'est nickel. Mais c'était un enchaînement parfait. Voilà. Je peux peut-être te lire la news. Oui. La police brésilienne, depuis l'arrivée au pouvoir de Lula, a décidé de commencer à mener une enquête pour génocide. Le génocide, c'est pas rien. Ben non. On aura l'occasion d'en reparler. Quand on utilise ce terme-là, c'est vraiment parce que tu ne peux pas l'utiliser de façon légère. Exactement. En politique. Après la publication de données officielles faisant état de la mort d'une centaine d'enfants de moins de 5 ans dans le territoire indigène Yanomami, en 2022, Yanomami, c'est un territoire qui se trouve dans la forêt amazonienne, à la frontière nord du Brésil, avec le Venezuela. Ok, donc c'est un territoire protégé, uniquement accessible de ce peuple, et qui est totalement inviolable. C'est une des règles. C'est un peu comme si on avait une Micmaci inviolable ici, tu vois, avec certains espaces comme Kuchibouguac, ou tu vois, des terres protégées. Exactement, des terres protégées. Qui le restent. Or, on le sait pas mal, mais l'arrivée au pouvoir de politiques d'extrême droite mène aussi à des changements d'administration. Donc ça veut dire que dans la santé, dans la police, etc., on commence à voir arriver des gens, des directeurs qui sont des amis proches du pouvoir. C'est quelque chose qui est assez logique. Tu veux mettre au pouvoir des gens qui sont plutôt de ton côté, ça paraît logique. Or, quand ça mène à des situations comme celle-ci, l'enquête vise des agents publics et des responsables du secteur de la santé dans le territoire indigène, et elle portera notamment sur des allégations de crimes environnementaux et de détournement de ressources publiques, parce que, on va le rappeler, la forêt amazonienne pour le Brésil, c'est une richesse culturelle, etc. C'est un patrimoine de l'humanité en général, mais c'est aussi une ressource financière pour certains qui voudraient s'en mettre plein les poches, et notamment, on va le rappeler encore une fois, l'extrême droite est l'ami des grandes corporations et un des premiers garantisseurs que les grandes corporations pourront continuer d'exploiter toutes les ressources possibles au détriment de vies humaines, quitte à génocider des peuples. Aucun problème là-dessus au niveau de l'extrême droite, en tout cas de l'extrême droite brésilienne. Et donc, on a hâte de voir ce qui va se passer. Lula, dans ce qu'il a dit, lui s'est rendu dès 2 semaines après son investiture, s'est rendu directement sur le territoire et a déclaré lui-même avoir été totalement... être resté un petit peu sous choc, là. Carrément sous choc de ce qui se passe là-bas. C'est un territoire protégé et en fait... Depuis l'appauvrissement du Brésil, alors non pas uniquement lié à l'extrême droite, mais à pas mal d'autres facteurs au Brésil, c'est un pays qui connaît beaucoup de tensions internes, sociales, économiques, etc. Eh bien, pas mal de gens ont commencé à quitter les villes pour notamment se réfugier dans des endroits où ils pouvaient faire fortune, et notamment l'orpaillage, qui est un petit peu la manière de récupérer l'or en Amérique du Sud, alors en Amérique en général, mais pas mal en Amérique du Sud. Et donc, le territoire indigène qui compte à peu près une population inférieure à 50 000 indigènes sur place, s'est vu peuplé, colonisé de plus en plus par 30 000, 40 000 orpailleurs dans ce coin-là. Et en gros, qui ont un peu pété la forêt, clairement. Pour pouvoir séparer l'or des sédiments, on utilise notamment le mercure, qui permet... chimiquement, ça permet de séparer les dépôts de terre des paillettes d'or. Et en gros, du coup, ça répand du mercure dans toutes les forêts, dans toutes les rivières. Et ça vient notamment créer ce genre de choses. Et or, des responsables de la santé auraient notamment laissé faire ça. Et des responsables de la police aussi. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une enquête pour génocide qui est en cours. C'est atroce. En plus, quand tu penses que c'est genre les gens y vont parce que ils ont besoin d'argent. Et l'or, ça vaut beaucoup. Exact. Puis donc, c'est littéralement au coût de vie. Sans compter le côté écologique, mais je sais au coût de vie humaine, de gens que tu vois, de gens comme toi. Carrément. Parce que tu vas chercher un truc qui vaut de l'argent. Et c'est plus compliqué que ça, mais quand on enlève tout le côté économique, puis si demain l'or vaut plus rien, t'as fait ça pourquoi? Ça... Et puis l'or, on est d'accord. Wow. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Donc, Cameroun, alors j'ai sorti quelques statistiques, ou quelques chiffres, je devrais dire. Mais donc, il y a eu l'assassinat du journaliste et animateur radio, puis directeur de la radio Amplitude FM, Marthe Zogo, qui a été
assassiné, mais assassiné, c'est presque léger pour dire qu'est-ce qu'il a vécu, parce que c'est vraiment, il a été torturé et ensuite, son corps a été laissé dans la rue. Et il a essayé de trouver de l'aide. Il ne l'a pas eu. Le Cameroun, comme on le voit, d'après Reporters sans frontières, donc sur leur charte, en 2021, le Cameroun s'est retrouvé 135e sur 180 pays au niveau de liberté de la presse. Et aujourd'hui, il est 118e. Alors bon, ça a un peu bougé, mais juste pour donner un contexte, donc le Cameroun, c'est un des pays africains avec le plus de ressources journalistiques, je veux dire, donc de différents journaux, chaînes de médias, etc. Ouais. Malgré ça, il y en a beaucoup qui sont utilisés par et pour les politiques qui sont un petit peu peut-être des dictatures. Est-ce que tu es en train de parler de notamment le président camerounais qui est là depuis 40 ans? Non, peut-être, par exemple. Mais entre autres. Mais donc, Martinez Zogo, lui, était non seulement donc, un journaliste qui déjà est dans ce pays connu comme un emploi qui n'est pas bien rémunéré. Souvent, les journalistes vivent en précarité, même précarité extrême. Donc, c'est vraiment un choix de vraiment croire en la liberté d'expression, d'y travailler. Ouais. Mais aussi, lui, à sa radio, vraiment croyait à dire les choses comme elles le sont et à nommer les noms des personnes qui font des choses incorrectes. Alors, c'est possiblement aussi pour ça que quelqu'un, et j'espère qu'il y aura une enquête qui est faite adéquatement, mais il y aurait quelque chose qui aurait été fait de trop, mais vraiment, c'est choquant. Je donne juste un chiffre pour contextualiser un petit peu. Mais donc, à partir du 1er janvier 2023, il y a en ce moment 435 journalistes et 12 collaborateurs médias qui sont en prison. Donc, ça, c'est le montant de personnes emprisonnées. Donc, on est proche de 500 personnes emprisonnées qui travaillent dans les médias. Donc, c'est vraiment un... problème. Oui. Puis c'est une... comment je dis... Une atmosphère où c'est un travail dangereux d'être journaliste. Et en fait, avec l'arrivée de la fin de... en gros, plus Bila avance en âge, le président actuel, plus les... Comment on peut dire ça ? La corruption commence à atteindre un niveau qu'on a... Parce qu'il va y avoir des guerres de succession aussi. Absolument. Il y a pas mal de ministres qui sont mouillés dans des histoires, qui sont là aussi dans des ministères depuis des dizaines d'années, et qui commencent à avoir des trucs et tout. Ouais. Et notamment aussi, le kidnapping de ce journaliste est aussi incroyable. Lui sort à Yaoundé de son travail, il fait nuit, et il rentre chez lui dans la banlieue de Yaoundé, tu vois. Et il se rend compte assez vite qu'il est pris en chasse par un 4x4 noir. Du coup, il se dépêche, il regarde où est la gendarmerie la plus proche et il va rapidement à la gendarmerie. Or, le portail de la gendarmerie est fermé. Lui descend de sa voiture et escalade les grilles de la gendarmerie pour rentrer. Le 4x4 rentre dans sa voiture à lui. Et deux gars sortent et l'emmènent. Et lui, il va vivre vraiment un calvaire durant la nuit. Il est torturé toute la soirée et il meurt seulement au petit matin. Et son corps est retrouvé 4 jours plus tard dans un terrain vague. Ça montre aussi le niveau de... comment dire ? Le but, c'était de faire aussi un exemple. Absolument. Et son collègue qui travaille avec lui sur justement des enquêtes de corruption dans la même radio, lui a vécu la même chose il y a plusieurs semaines. Il a été laissé pour mort, mais il n'est pas mort. Et en fait, lui réagissait à l'assassinat en disant « J'ai vécu exactement la même chose, il faut qu'on fasse quelque chose ». Or, tout est verrouillé là-bas. On va souhaiter bonne chance à la liberté aux journalistes camerounais. Absolument. Et en même temps, tu peux pas les inviter à leur dire allez, continuez le travail. Non, c'est littéralement tu vois. Mais c'est ça, c'est un métier extrêmement dangereux et bonne chance à tous ceux qui travaillent là-dedans et qui osent dire la vérité puis partager l'information. Carrément. T'es content d'être journaliste à France 24 ou à Radio-Canada? Ouais, disons ça, là. Ça, ouais. Ouais, si tu sois des messages pas sympas sur tes posts sur Facebook, je pense que ça va passer, là. C'est pas la même chose, OK? je dis pas que c'est pas bien. C'est pas bien de harceler les gens en ligne, mais c'est là, littéralement, ta vie est en danger.
Carrément. On compare pas. Bon, encore une bonne nouvelle. Voilà, regarde, on parle littéralement d'Auschwitz. Bon, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a la libération, ça c'est bien. Ce côté-là est bien quand même. Non mais pourquoi on a fait cette émission ce soir là? C'est pour ça qu'on a Soël comme invité, c'est parce que lui, il est sympa, donc c'est pour... que la deuxième partie on va remonter le moral quand même. Ah non, il y a une dernière news qui est cool. Oui, non, c'est quand même là. Ok. Ça fait 78 ans aujourd'hui que le camp de la mort Auschwitz-Birkenau a été libéré par l'armée rouge et les soviétiques. C'est important de le dire parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Oui. Mais alors, c'est facile de dire il ne faut pas oublier. Blablabla. Pourquoi il ne faut pas oublier? Parce qu'il y a 1 100 000 personnes qui ont été assassinées dans ce camp de manière industrielle, froide, et qui, avant, pour une part, ont également été réduits en esclavage, puisque la solution finale qui a été créée par les nazis, qui est l'industrialisation de la mort, servait notamment à approvisionner en main-d'œuvre les grandes entreprises allemandes pour pouvoir soutenir l'effort de guerre et l'industrie meurtrière nazie. Faut pas oublier ça. La Shoah, l'Holocauste, c'est un génocide contre un peuple. Oui. Ethnique. Oui. C'est un génocide qui a servi aussi les intérêts économiques des grandes fortunes allemandes dans l'effort de guerre. Et en gros, le nazisme était pile à la croisée des chemins entre ces deux choses-là. Yep. Fournir de la main-d'œuvre gratuitement, l'épuiser, la tuer, et puis se séparer d'un peuple qui est un peu gênant. Yep. En utilisant ce peuple pour aussi se débarrasser de toute personne qui serait handicapée, qui serait pas acceptable pour X raison, homosexuels, les opposants politiques, ceux qu'on qualifie de gitans, etc. Tous ceux qui sont pas dans la boîte, on s'en débarrasse. C'est en gros. Exactement. 90% des personnes qui ont été assassinées à Auschwitz étaient juives. Le reste, c'était des tziganes, des opposants politiques, aussi des prisonniers de guerre soviétiques. Toi, tu y es allé? Yep. En 2008, quelque chose comme ça. Ouais. Non, si on peut prendre quand même un petit non, mais peu ça, c'est ça. Donc, moi, donc, mon père voulait y aller, mais j'avais pas compris que c'est là où on allait, en fait. On faisait un road trip. Et on s'arrête et il dit, on va à X endroit. Puis moi, j'écoute pas trop, là, whatever. J'écoute pas mon père, là, c'est ça. Yeah. mais donc, on arrive là et là, en fait, je comprends où est-ce qu'on est. Et moi, j'avais pas compris, on est en vacances, on va avoir un camp de concentration. Tu sais, c'était genre pas mon concept de vacances. Mais, donc, on arrive, je me dis, OK, quand t'arrives, c'est vraiment, ça a l'air d'un centre d'interprétation. Ce que c'est, mais ça a plutôt l'air d'un lieu où tu regardes des plaques et puis voilà, c'est un musée. Mais en fait, tu payes ton entrée et là, dès le début, tu rentres dans un petit cinéma, je veux dire, puis il y a un film qui est joué et moi, à ce moment-là, je comprends vraiment dans quoi je m'embarque et ça explique ce qui s'est passé, mais vraiment... C'est pas que j'avais pas vu de documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale et sur tout ce sujet-là, mais là, c'est genre une voix vraiment froide qui narrait les choses qu'on voyait. Et c'était des clips, donc, venant des nazis qui avaient filmé dans les camps. Puis, à un moment, on arrive à... il y a une géante pile de vêtements. Puis, il y a quelqu'un qui met un vêtement dessus et ça dit, mais quels enfants vont porter ces vêtements? Puis, tu sais, c'est là où je suis comme, oh, shit. Comme, je peux pas dealer avec ça. Donc, moi je me lève, je sors. Donc, je pleure. Ma mère me tient. On pleure tous les deux. Là, mon père et mon frère qui sont là. Oh, les bonnes femmes, elles pleurent, OK? Je les comprends aussi. Bon, eux, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Mais donc, on fait le tour. Donc, en premier, on va dans Auschwitz, qui est plus connu de nom. Et je pense que c'est vraiment, à cause des médias qui ont été créés aussi, parce que, tu sais, les films, etc., c'est ce nom-là qui est associé. Donc, on visite là, et c'est vraiment là où tu as les... là où il y a des... Comment je peux dire? Les infrastructures pour certaines choses très spécifiques. Tu as aussi là aussi ils ont mis tous les artefacts qui ont été laissés par les personnes qui ont été tuées. Une chose qui m'avait vraiment marqué, c'était qu'il y a une cabane de rangement, là où ils mettaient en fait toutes les vraiment belles choses
mais les belles choses qu'ils prenaient des personnes qu'ils allaient assassiner. Oui. Et cet espace-là, cette petite baraque s'appelait Canada, parce que le Canada était vu comme une nation très riche. Donc, tu sais, déjà là, moi, je suis la petite Canadienne qui voit ça, je me dis, oh my God, quoi même. Tu sais, le fait qu'il y a le nom du pays duquel je viens qui est nommé, ça m'a vraiment marqué aussi. Donc, on fait le tour, on voit ce qui est appelé le four crématoire. Puis ensuite, on prend une navette et on va à Birkenau. En fait, en tout cas pour moi, quand on parle d'Auschwitz, souvent, en fait, c'est Birkenau dont on voit les images. Alors là, vraiment, tu arrives dans un champ. C'est Auschwitz II, oui. Ouais, mais qui est gigantesque. Genre, tu vois des baraques non-stop, tu vois rien après. Et c'est là où tu réalises qu'il y a des humains qui étaient là-dedans, qui étaient mis dans des... c'était des... wagons à bestiaux. Ouais. Ah oui, mais tu parles du transport ou des... Non, mais c'est ça, c'était des baraques pour les chevaux. Ouais. Puis il y a des gens qui étaient entassés les uns sur les autres là-dedans. Mais la chose qui m'a le plus marqué, c'était vraiment on marche et dans l'allée principale, il y a un endroit où il y a une grosse bassine d'eau. Comme vraiment, ça a l'air d'une mini-piscine, là. C'est quand même vraiment grand. Et ben le guide dit « À quoi est-ce que vous pensez que ça sert? » Moi, je dis « ça doit être pour... » je sais pas, t'as besoin d'eau pour plein de choses, là, je sais pas, ça devait être pour de l'infrastructure, mais en fait, c'est parce que le camp était assuré. Et pour avoir ton assurance, eh bien, il fallait que tu aies de l'eau en cas de feu. Et bon, apparemment, la compagnie, à ce moment-là, était encore en business. Il n'a pas voulu dire le nom, il a juste dit que je pense qu'il pouvait pas trop parce que, ben, c'est ça. Mais apparemment que c'était une grosse compagnie d'assurance encore en Allemagne. Alors, ben, voilà. Donc, ça, nice. Ça m'a vraiment marqué. Puis à la toute fin, là où il y a les... comment est-ce qu'on appelle ça? Mais les douches, qui n'étaient pas des douches du tout, là, mais ces espaces-là qui sont détruites. Il y a un espace où il y a un escalier, puis on peut s'asseoir là et juste refléter. Puis en fait, à côté de nous, il y avait un groupe de, je pense, jeunes juifs qui visitaient cet espace-là, puis ils lisaient tous des lettres que je sais pas si c'est eux-mêmes qui leur avaient écrit ou whatever, mais c'est tous là en train de refléter ensemble, puis de pleurer, tu sais, ça m'a comme... En même temps, c'était comme un gros fuck you, tu sais, le fuck you ultime de ce que ça représentait, parce que t'es genre, ben regarde, la jeunesse est là, puis elle survit, et... Tu sais, mais... Ouais, ça a été une expérience vraiment très spéciale. C'est évidemment pas joyeux du tout, mais je pense que c'est important. Yes. Voilà, c'était ça mon expérience. Je sais pas si tu veux partager. Ouais. Alors moi, j'y suis allé 3 fois. Une fois à l'école, une fois avec des amis, puis une fois avec la famille, parce que c'était trop important. Romane, qui fait la technique là actuellement, notre technicienne... était de l'aventure la 3e fois, et je sais que ça a beaucoup marqué aussi, les esprits. J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'était vraiment une horreur. Ouais. Ben, tu réalises que vraiment c'était l'industrialisation de la mort. Genre, je vois pas d'autre façon de l'expliquer. Des gens ont pensé de A à Z. Et sans la fin de la Seconde Guerre mondiale, la capitulation nazie, la libération du camp. Alors, en plus, là, ils étaient en train de construire un concept, comment dire, une industrie derrière, une industrie de caoutchouc. Donc, c'était Auschwitz-Birkenau II, la Bouna. La Bouna, c'était une usine de caoutchouc qui était juste à côté. Et la Bouna, par chance, quand elle finit d'être construite en 1944, elle est bombardée par les Alliés. Oh, wow. Et donc, elle ne fonctionnera jamais. Mais tous les travaux forcés qui ont été... la plupart des travaux forcés des 200 à 300 000 travailleurs qui ont été là et qui ont été exploités servaient à construire cette usine de caoutchouc qui, du coup, servirait pour l'armée allemande et la réindustrialisation après, et elle ne fonctionnera jamais. On a pas mal aussi d'histoires de gens qui ont tenté de s'évader, des gens qui se sont évadés, des gens qui ont survécu, et on a encore plein de témoignages de gens actuellement, des gens qui sont encore vivants. Si vous avez l'occasion d'écouter des témoignages de gens qui ont vécu cette expérience, je pense à titre personnel qu'il faut le faire, par devoir de mémoire. Et aussi, et c'est un des points que je voulais soulever, c'est que c'est l'expérience ultime du fascisme, c'est l'industrialisation de la mort, tu l'as dit, c'est le génocide d'autres personnes, d'autres peuples, et c'est vraiment...
des logiques fascistes mises en place, tu vois, qui sont nées avec Mussolini, qui ont été développées et puis même poussées, poussées jusqu'à l'ultime solution par le nazisme. Or, dans nos politiques actuelles, dans nos sociétés actuelles, on retrouve encore des gens qui sont prêts à faire la négation de l'impact de la Shoah, quitte même à faire la négation de la réalité de la Shoah. Faut toujours se rappeler que cette chose a existé et que ça a été une des pires choses que l'humanité ait faite. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ce souvenir-là. Oui. Puis, non, mais il y a aussi comme... C'est un parallèle, je ne compare pas, c'est juste un parallèle, mais quand on parle de travail forcé, de travail d'esclavage ou de semi-esclavage, d'esclavage moderne, ça existe. Le système carcéral en est un exemple extrême où... aux États-Unis, tu parles. Oui, où il y a des personnes qui travaillent pour des grosses industries qui sont payées au mieux des cents par heure, par jour, et qui sont mis dans le système carcéral à profit. Donc, c'est une industrie qui se fait de l'argent à avoir des gens en prison et qui donc n'est absolument pas pour des réformes de... décriminaliser certaines choses, de proposer des solutions de réformation par rapport, tu sais, d'éducation, etc. Cette industrie a besoin de travailleurs pas chers et gratuits. Par exemple, et ils ne le font plus parce que ça a été très médiatisé, mais il y a quelques années, ça a été découvert que Victoria's Secret, qui est une grosse chaîne qui vend des sous-vêtements pour femmes, c'était fait par des prisonniers, c'était fait par des gens qui n'étaient absolument pas payés ou pas payés adéquatement du tout, qui faisaient des petites culottes qui valent extrêmement cher pour ce qu'elles sont en plus. Exact. Mais tu sais, de penser, toi, t'achètes ça parce que tu trouves ça cute, tu trouves ça le fun, peu importe, et qu'il y a des gens qui sont en prison, qui sont forcés à faire ça pour plus ou moins survivre et s'acheter, je sais pas, une barre de granola à la place de... Tu sais, c'est... Yes, c'est important de continuer à se battre. Exactement. Voilà. Juste une petite chose, donc les officiels russes n'ont pas été invités à cette 78e commémoration, chose qu'on peut comprendre absolument. Oui, avec ce qui se passe en ce moment, évidemment. Avec l'invasion de l'Ukraine, je pense que ça les avait disqualifiés. Et en même temps, il faudra regarder un petit peu ce qui se passe quand même sur les néo-nazis et le nazisme qui est toujours actif. Ça nous pousse à toujours repenser, à voir les choses avec un peu de recul. Et notamment, cette prise de recul, c'est un peu s'intéresser à l'histoire de la solution finale mise en place par Hitler. Faut vraiment garder ça en tête parce qu'on n'est jamais trop loin de ce genre de choses. On l'a vu tout à l'heure avec le Brésil et les autochtones. On le voit aussi avec la présence notamment d'une fasciste à la tête de l'Italie. On commence à voir des milices fascistes tranquillement en Italie, faire des saluts romains en pleine rue. Faut vraiment surveiller ces choses-là. Juste une dernière chose, il y a toujours des procès qui sont en cours contre des personnels des camps de la mort et des camps de concentration nazis. Là, notamment, on a entendu parler récemment d'une secrétaire de camp de la mort, donc une Allemande, qui était en cours actuellement, parce que plus de 78 ans plus tard, elle est toujours en vie et elle a servi le nazisme de ses petits doigts de secrétaire. Et... à voir. Voilà, on n'est pas égal avant qu'on soit tous égales. Voilà, c'est aussi. Tant qu'on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, il faut continuer à pousser. Parlant de pousser, on va parler on va pousser de façon historique. C'est quoi ça, Mélo? C'est le meilleur film de l'année. Ça va gagner tous les prix. Ils ont dit c'est le Braveheart français. As-tu besoin d'autre chose dans ta vie que le Braveheart français? Non, mais... Et en plus, le personnage principal s'appelle Charette, c'est un Vendéen. Ça, c'est le rêve de... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Les poireaux. Mais oui, les poireaux. C'est le mec du Puy du Fou, là. Oh my God. Je me souviens plus son nom. De Villiers. Philippe De Villiers. Oui. Qui lui a une fascination pour ça. C'est un catho. Oui. Googlez son nom, regardez l'épisode de Blast sur lui. C'est peu importe si vous-même avez le contexte culturel français, c'est vraiment drôle. C'est juste vraiment drôle. Bref, donc lui, son idée fixe un petit peu dans la vie, c'était
de faire vivre un petit peu l'histoire des révoltes vendéennes après la Révolution française. Et mais un petit peu révisionniste. Juste voilà, un petit peu. c'est ça. Et en gros, il réécrit l'histoire un petit peu à la sauce féodale, c'est-à-dire en gros, finalement, l'époque où il y avait des rois, des seigneurs et la chrétienté partout, c'était vraiment top. On était plus libre en fait, c'est ça le concept. Exactement, voilà. On était libre d'aimer. Nos seigneurs, nos rois. Et nos prêtres dans nos villages, et on vivait bien de l'asservissement de nos seigneurs. Bref, ce film, je l'ai pas vu, tu l'as pas vu ? Pas encore, c'est sur la liste. Je vais le voir, mais des critiques que je suis plus ou moins globalement, le film est un nanar, donc le film est nul, en plus en termes d'œuvre culturelle, donc il est nul. Ce qui nous intéresse nous plus, c'est plutôt la réécriture de l'histoire qui est liée à ce film, notamment en essayant de porter des valeurs de contre-révolution, en gros à ce moment-là, et vraiment de féodalisme, comme quoi le temps des seigneurs était mieux que le temps où le peuple était libre. Donc voilà, à suivre, il va être l'heure de clore cette première partie d'émission, mais on va rester connecté à ça, et juste un truc, regardez les avis sur ce film, allez regarder les gens qui mettent 5 étoiles sur ce film sur Allociné et regardez ce qu'ils ont commenté d'autres. C'est fantastique. Fantastique, hein. Il y a un mec qui a quand même mis, putain, j'avais la capture d'écran, il y a un mec qui a quand même mis sur ce film 5 étoiles, super film, très loin du politiquement correct, enfin une vérité historique racontée, blablabla. La personne qui a mis ça, elle a mis un autre commentaire sur un autre film. L'autre film, c'est quoi ? C'est Tirailleurs avec Omar Sy. Oh non ! qui salue l'engagement des tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Je devine que c'était pas son film préféré. Il a dit je mets 0,5 étoiles parce que je peux pas mettre 0 étoiles. Aucune vérité historique, du wokisme à fond. Ce film c'est de la merde, blablabla. Les Noirs existent, c'est du wokisme. Bref, donc voilà, juste le fait d'aller regarder un peu les avis, puis qui commente, etc., ça nous donne un petit peu, le sens du vent. Voilà. Par acquis de conscience, je vais quand même le voir. C'est entertainment gratuit aussi de regarder ces trucs-là. Exactement. Mais le fait qu'ils disent que c'est nul, personnellement, me donne plus envie de le regarder, justement. Mais toi, t'aimes bien les trucs nuls comme ça. I do. Quand j'étais au secondaire, on faisait avec des amis une soirée qu'on appelait B-Movie Night. Donc, on choisissait spécialement un film qui était censé être extrêmement nul et on le regardait ensemble. T'as regardé Sharknado, du coup. Yeah. C'est pas très bon. C'est très con. Mais à quoi est-ce que je m'attendais? À ce que ce soit pas très bon et très con. C'est vrai. Roman, on peut revenir au plateau Total. Not sponsored. La technique, merci Roman. On va clore cette première partie d'émission. On a bien... J'allais dire... on est bien déprimé. Non, on a bien déprimé, c'est de la merde à l'actualité. Donc, faut changer ça. Déjà... si vous voyez le film en passant, envoyez-nous des messages. Au moins qu'on sache à quoi s'attendre, tu vois. Finalement, je m'attendais à ce que ce soit vraiment déprimant, mais la fin était bien. Ouais, cool. ça va. Ok, on se retrouve d'ici une dizaine de minutes avec notre invité Sohael. Puis on espère que ça vous a plu, ces news. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Ah, tu dis ces news? Ces nouvelles. Ouais, je vire à droite. Hein. C'est chaud, hein. C'est parce qu'ils regardent le film, voilà. Allez, à toutes.